Merci beaucoup, Serena. J'invite peut-être les intervenants, intervenantes à rejoindre la scène pour la discussion. Voilà, on va essayer ça dure 5-10 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les personnes en distanciel également. Pas de questions, on discute entre nous. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bonjour à toutes. Alors moi j'ai une question concernant l'art-thérapie. J'aimerais savoir, est-ce qu'on a pensé à certaines tâches qui pourraient intervenir à certains moments de la psychothérapie avec les mineurs non, les MNA finalement? Est-ce que on peut être dans une catégorie de tâches qui sera beaucoup plus adaptée en début pour créer le lien, d'autres qui seront plus adaptées en milieu et d'autres peut-être à plus long terme avec les personnes qui sont accueillies, ou est-ce qu'il n'y a pas forcément de catégorie? Alors, si, un petit peu quand même. L'objectif, c'est d'avoir un atelier, donc un groupe fermé. Donc, essentiellement, on va dire, vu que ça sera sur la base du volontariat, je verrai un petit peu pour mixer le groupe aussi. Mais après, ça serait, au début, vu qu'ils ne se connaissent pas, l'objectif, ça serait à chaque fois d'avoir un rituel d'entrée, un rituel d'ouverture, un échauffement aussi au niveau du corps, après une partie également d'improvisation. Mais tout ça, bien sûr, il va falloir déjà créer une dynamique de groupe, etc. Donc forcément, et en fonction aussi du développement, euh, parce que voilà, au niveau, quand ils arrivent, pour les primo-arrivants, le langage n'est pas forcément accessible dessus. Donc du coup, petit à petit, vu que les séances vont être étalées, ils auront accès à un niveau de langage un peu plus élevé, ils auront des nouveaux mots de vocabulaire, donc on va sûrement intensifier et créer vraiment une dynamique. J'en ai pas parlé, mais pareil, au niveau de l'atelier, j'aimerais créer aussi du lien entre chacun des ateliers, avec par exemple le premier thème, ça serait les situations nouvelles, et le dernier thème, je prends cet exemple toujours, les au revoir, pour travailler aussi sur la séparation et peut-être potentiellement avoir un atelier sur les au revoir pendant 2-3 fois, mais du coup, qu'il y ait une continuité et réellement quelque chose, ne serait-ce que dans les activités aussi. On va peut-être pas se lancer directement sur du théâtre pur et dur, mais peut-être commencer déjà avec des supports tels que le dessin et petit à petit l'amener sur la mise en scène. Oui, Maïssa, par rapport à ton intervention, tu soulèves à un moment donné comme quoi les entretiens qui se sont déroulés par visioconférence euh, ont été en quelque sorte mis à mal les concepts, le cadre sur lequel normalement on se base dans le cadre thérapeutique. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces concepts-là? Est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'il faudrait les redéfinir, venir les retravailler? Comment penser ce cadre vis-à-vis des nouvelles technologies, des nouveaux impératifs aussi liés au contexte sociétal? Euh, alors, ta question, alors, c'est les entretiens, tu parles en fait des suivis qui sont passés en visioconférence, enfin pas visioconférence, mais en tout cas les téléconsultations qui ont été, enfin la téléconsultation a été une approche nouvelle pour certains. Déjà, précisons ça. Moi, j'ai pratiqué les séances à distance par Skype à partir de 2006 ou 2007.
Donc, ce support, ce moyen de travail existe déjà depuis un bon moment et des contextes autres que forcément le Covid. À l'époque, c'était au Liban, il y a eu l'invasion israélienne de 2006. Beaucoup de gens sont partis qui étaient en suivi, donc ils voulaient continuer leur suivi. Donc, il a fallu trouver des moyens pour continuer le travail. Ça nécessite une certaine réflexion autour du cadre, certes, une expérimentation, on va dire, qui est bien sûr, voilà, qui est à risque, puisque c'est quelque chose de nouveau, mais c'est pas si à risque que ça tant que c'est pensé, élaboré avec des collègues. Est-ce qu'il y a je pense que ce n'est pas uniquement par rapport au passage aux téléconsultations qu'il y a des concepts à revoir. Je pense que c'est par rapport à tout ce qu'on traverse sur les 20, 30, 40 dernières années qu'il y a quand même, que ça nécessite oui, un vrai intérêt et un authentique engagement avec la clinique pour oser, oui, repenser certains concepts, pas tant pour les disqualifier, pour les annuler, que pour juste voir leur place par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Rien que j'ai envie de vous dire, je vais donner un exemple un peu cliché et je l'utilise exprès. Quand on parle de la question de la place du père ou de la forclusion du nom du père, quand il s'agit d'un couple de parents homosexuels et lesbiennes, hein, ou le complexe d'Édipe. C'est des questions que certains psychanalystes, même au cours de ma formation universitaire dans le deuxième temps pour faire ma thèse en France, c'est des questions qui étaient abordées en cours. Donc, il y avait des profs psychanalystes qui se disaient, bah oui, quid du nom du père. Alors, il y a ce premier niveau qu'on peut déjà réfléchir relativement facilement, facilement parce que voilà, une fonction est une fonction, elle n'est pas vraiment associée à quelque chose de physique défini, etc. Et que les reconfigurations, les nouvelles configurations familiales, plein de variations que je ne vais pas énumérer toutes maintenant, oui, ça nous oblige à penser certaines évidences théoriques. Que ça soit aussi, donc là, il y a la téléconsultation, les contextes de crise. Est-ce que c'est trouver de nouvelles définitions ou est-ce que c'est tout simplement se dégager un peu de notre position défensive qui s'accroche tellement à des concepts avec lesquels on est maintenant suffisamment à l'aise et que c'est inconfortable en fait d'aller vers la clinique en se disant euh, je ne suis pas sûre de mon bagage, je ne suis pas sûre de tout ce que j'ai comme outil. C'est un exercice difficile. D'ailleurs, moi, j'ai été brutalement confrontée en Haïti quand j'arrive dans un terrain que je connais absolument pas et que tout ce qui se passe dans ce terrain-là n'est pas à premier abord ne correspond pas à ma façon de voir le monde, de vivre le monde. Euh, donc il y a des contextes qui nous confrontent aux limites finalement de ces concepts, aux limites de ce qu'on sait déjà et nous invitent à voilà, à se poser, à mettre un peu, autant que possible, parce que ce n'est pas tout à fait possible finalement, mais en tout cas à s'autoriser de remettre en question ou de questionner autrement ce que le bagage théorique qu'on a, sans pour autant, encore une fois, avoir une position méprisante ou disqualifiante pour ce qui a été fait moi je pense essentiellement pour vous dire à la psychanalyse dont je viens, hein, ma formation elle est avant tout psychanalytique alors moi je vous dis ça j'ai oublié donc oui, il y a la question du décentrage culturel qui est importante. Non, oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que chaque fois que je suis confrontée entre moi et moi-même à cette question, j'ai une réponse assez bête, simple. C'est que Freud, quand il a commencé sa pratique, quand il a commencé ses théorisations, c'était quand même c'était une remise en question totale de ce qu'il y avait à l'époque sur le plan de la recherche scientifique, sur le plan social, etc. Et c'était aussi spécifique à ce contexte-là et à cette époque-là. Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas
s'autoriser ouvertement, du moins je parle encore une fois du milieu psychanalytique français qui est beaucoup plus pudique et beaucoup plus pudique que d'autres milieux psychanalytiques. Je pense que j'ai remarqué que ce soit au cours des congrès de la Fédération européenne de psychanalyse ou l'IPA, enfin, l'international de psychanalyse, dans d'autres contextes, on est beaucoup plus libre dans la façon de penser la théorie et aussi donc d'aborder la clinique. En France, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas si tout le monde a cette expérience-là, mais en tout cas, moi, mon vécu de la psychanalyse en France, c'est ça. C'est que c'est tellement pudique que ça pose de vraies limites. Après, voilà, pourquoi pas. On attend des changements concrets dans la réalité française pour pouvoir s'autoriser à penser certaines choses. Oui, pourquoi pas aussi. Donc, pour revenir à ta question, oui, effectivement, moi, en tout cas, je me, je m'oblige à sortir de ma zone de confort théorique. Oui, je me forme depuis je ne sais plus combien d'années maintenant, à peu près 25 ans à la psychanalyse. Oui, je suis confortable dedans, mais voilà, je suis prête à prendre des risques de me déstabiliser, de confronter une angoisse, effectivement une instabilité, une remise en question de mon identité professionnelle pour éventuellement reprendre du plaisir à ancrer ma pratique et ma réflexion dans ce qui se passe maintenant. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Merci. Une question peut-être de Cristal Tomaski. Donc, bonjour, merci pour cette présentation très riche. J'ai une question à propos du financement de ces recherches. Est-il compliqué de les faire financer en raison du type de public et de psychothérapie? Ah, ok. Et en fait, il n'était pas si difficile, je ne sais pas où le voir, à toi parce que c'est toi qui l'as lu. Et c'était pas trop difficile parce qu'il y a eu une méthodologie de recherche qui était bien faite, c'est-à-dire j'ai mis en avance quels étaient les phénomènes de la violence de genre, quelles étaient les limites des réponses des dispositifs existants en Italie. Notamment, j'ai mis en évidence l'absence des projets sur l'après de l'urgence. Donc, la plupart des dispositifs, c'était d'accueil des femmes qui venaient de sortir des conditions de violence ou d'événements traumatiques. Mais il y avait très peu de dispositifs qui pensaient à construire ensemble sur le lieu avec la communauté un après, une vie, un projet de vie à long terme. Donc ça, c'était l'originalité, une fois mise en avant cette originalité et la problématique bien documentée. Ça a été plutôt facile aussi parce que pour avoir un financement, il faut aussi bien comprendre les sensibilités du financeur. Et la sensibilité du financeur a été aussi, les bouddhistes, ils avaient aussi une approche très systémique. Ils ont un concept, c'est l'interdépendance. Donc, en montrant l'impact sur les lieux et aussi les produits qui étaient écologiques, qui étaient vraiment une typologie d'économie solidaire et culturelle aussi, artistique. Et après, j'ai aussi un peu, on dirait, pas triché, mais en tout cas, j'ai utilisé un peu les mots. Les mots même, Amala, c'est un mot tibétain. Ama, ça veut dire femme. Et là, c'est un titre honorifique qu'on met en tibétain pour montrer du respect envers quelqu'un. Donc, c'est un peu facile quand plus on connaît les financeurs, sa théorie implicite, et plus on arrive un peu voilà, à répondre à avoir les financements finalement. Si je peux me permettre, mais en règle générale, par rapport aux activités comme ça, psychosociales, dans le cadre des organisations, il y a toujours, toi tu as dit gentiment, j'ai triché un peu. On ne peut pas obtenir des financements si on ne triche pas beaucoup. Entre le projet qu'on va proposer et puis finalement ce qu'on va pouvoir réellement mettre en place, il y a toujours un écart important qu'on sait, qu'on pense avant, parce qu'on ne parle pas le même langage, parce qu'on n'a pas le même, je veux dire les financeurs, les bailleurs de fonds et puis les acteurs sur le terrain. On n'a pas le même langage, on n'a pas le même regard sur les choses. Donc voilà,
on jongle, voilà, on trouve les moyens pour parler leur langage et puis finalement ajuster les choses quand on est sur le terrain, les ajuster de manière à ce que ça apporte vraiment quelque chose, enfin, un autre sens. Ça se voit aussi pour la question de l'évaluation, parce que quand vous avez un projet de recherche-action, vous devez évaluer et donner des résultats, et sont des niveaux d'évaluation différents, parce qu'il y a l'évaluation pour les financières, donc beaucoup de quantitatifs, les interventions, les heures. Mais après, là où vous avez travaillé, moi, à l'occasion, c'était sur l'image de soi, sur l'empowerment, l'autonomie économique, la possibilité aussi de trouver du travail. Effectivement, l'entreprise a commencé à marcher, a bien marché, il a donné des postes de travail. Mais par exemple, derrière là, il y a la question du décentrage, l'autonomie et l'empowerment. Une des femmes, entre les premières et deuxième lockdown, a décidé toute seule, avec beaucoup de détermination, de revenir chez son proxénète et de se marier avec lui. Et pour moi, c'était un gros coup, même physique, c'est-à-dire je suis tombée malade une semaine après. Et a posteriori, mais seulement quelques mois après, je me suis dit comment je pourrais évaluer ça. Est-ce que ça a été efficace, ce parcours de son désir, de son autonomie, de son accompagnement, qui l'a mené, en fait, à un moment, elle m'a dit, je ne vais plus parler avec vous parce que vous voulez, quelque part, me transmettre votre idée à vous. Je ne suis pas une femme comme vous. Moi, je veux me marier, je veux que les pères, les proxénètes, c'était aussi les pères de son enfant, que mon enfant vive avec son père. Et donc là, par exemple, c'est une évaluation positive, c'est-à-dire le travail en autonomie a été efficace, ou négative, parce qu'en tout cas, elle est revenue dans la situation de dépendance.